Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin. Donc, peut-être une petite seconde pour les retardataires. Mais donc, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre série de la CNIL Cookie Countdown. Donc, on est un petit peu triste. C'est un épisode un petit peu particulier. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Constantin de l'agence D&D qui va pouvoir se présenter dans une seconde, et aussi Yannick, qui est le directeur marketing de Didomi, et qu'on peut remercier chaleureusement, ainsi que toute son équipe, pour avoir organisé cette série d'événements qui, je pense, a intéressé beaucoup de monde. Donc, et moi-même, oui, j'ai oublié de me présenter, Antoine Clément, de l'équipe Sales de Didomi. Donc, on va tâcher de vous apporter plus de précisions sur la directive CNIL qui est entrée en vigueur depuis hier. Donc, Constantin, je vais te laisser nous parler un petit peu de D&D, ce que vous faites, et de toi, de ton rôle au sein de D&D. Super. Bon, en tout cas, enchanté. Et puis merci encore pour l'invitation. Écoutez, DND, c'est une agence digitale spécialisée dans le e-commerce. Donc, pour ma part, moi, je suis Constantin, chef de projet. Donc, je parlais un peu de DND, mais en soi, on est fondé depuis 2004. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les e-commerçants B2B et B2C dans leur stratégie digitale. Donc, bien sûr, on a une expertise Magento, mais aussi on englobe du coup une expertise sur l'ensemble des outils du e-commerce, donc c'est-à-dire les PIM, le CRM et l'ensemble des outils ou plateformes qu'on peut retrouver sur la slide. Donc, 17 années d'expérience, on pourrait citer une des dernières réalisations qu'on a fait. Si vous pouvez juste la slide après avec toutes les enseignes à qui on a travaillé. Aujourd'hui, une des dernières réalisations qu'on a fait, qui a été mise en production ce mois-ci, enfin le mois dernier, c'était Jardiland et la refonte de leur tunnel d'achat. Donc voilà, on englobe pas mal de sujets ces derniers temps, que ce soit sur de la sécurité, de la RGPD, mais aussi sur de l'expérience et du design. Et donc, nous, chez Didomi, un acteur spécialisé dans le consentement, une jeune entreprise française, on a démarré il y a maintenant 3 ans, qui produit et qui édite une plateforme SaaS autour du consentement et des préférences utilisateurs. En général, ça commence par ce qu'on appelle la CMP, donc le gestionnaire de cookies et traceurs. Et derrière, on est capable d'accompagner nos clients beaucoup plus loin par le biais d'un préférence center et d'API qui vont permettre de gérer l'intégralité des consentements et des préférences dont une entreprise peut avoir besoin. Donc, depuis 3 ans, on accompagne un grand nombre d'entreprises de tout secteur, beaucoup de publishers, mais aussi des e-commerçants, des telcos, des entreprises du monde industriel, des retailers, avec du coup peut-être une dénomination commune à chacun des projets, de la conformité d'un côté, sans pour autant trop toucher à la performance des activités digitales de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est là pour passer en revue les nouvelles recommandations de la CNIL. Et donc, pour bien comprendre la portée de ces recommandations, il convient en fait de regarder un petit peu d'où on vient, d'avoir un petit œil sur le passé. Et on peut voir que ces recommandations, en fait, elles découlent de différentes mises en place. Et c'est pas si récent que ça. La CNIL, dès 2013, avait commencé à éditer ses premières directives, ses premières recommandations en matière de données à caractère personnel. Mais c'est véritablement depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018 que la CNIL a commencé à travailler de manière très active sur le sujet, avec des premières lignes directrices qui arrivent en juillet 2019 et qui sont intervenues après. Certaines sont venues étayer du coup les premiers dispositifs, les premières directives, pardon, avec un fait majeur par contre, qui va toucher au consentement, c'est qu'en juin 2020, le Conseil d'État a décidé d'annuler la décision de la CNIL qui interdisait les cookie walls. Donc les cookie walls sont toujours autorisés dans certains cas. On ne va pas forcément aborder le sujet trop en détail aujourd'hui, mais on a déjà des contenus qui traitent du sujet. Donc, ce qu'il faut retenir à propos des cookie walls, c'est qu'on peut l'utiliser dans certains cas extrêmement précis et c'est essentiellement réservé aux médias. Et donc, comme vous le savez, en octobre, la CNIL a édité une nouvelle ligne directrice qui est entrée en vigueur le 1er avril, qui apporte un certain nombre de modifications d'ordre structurel dans la manière de collecter le consentement. On va revenir dessus dans quelques minutes. Et donc, aussi pour bien comprendre la portée du consentement, on peut légitimement se poser la question de ce qu'est un consentement. Et le RGPD nous en donne une définition qui est très claire.
c'est toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne va accepter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par libre? C'est-à-dire que la personne va être libre d'accepter ou de refuser sans qu'il y ait de préjudice ou d'externalité négative pour elle, en tout cas. Ensuite, une dimension spécifique. Ça veut dire qu'une acceptation en bloc de l'ensemble des CGU ne vaut pas pour consentement. L'utilisateur doit pouvoir consentir de manière bien précise pour chacune des finalités et même dans certains cas par partenaire. Enfin, la personne doit être éclairée, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre d'une manière, on doit lui présenter d'une manière claire ce pourquoi elle va consentir avec les personnes, les entités qui vont avoir accès à ces données à caractère personnel et les conséquences qui vont découler de ces choix. Et enfin, peut-être le point qui porte le plus à discussion, c'est la dimension univoque du consentement. Donc là, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de ce qu'on peut appeler des dark patterns, c'est-à-dire d'actions trompeuses pour l'utilisateur. Donc vraiment, il y a cette idée il doit être aussi facile d'accepter que de refuser, sans ambiguïté pour l'utilisateur. Et donc, oui, pardon, vas-y Yannick. Merci Antoine. On pourra aller en un peu plus de profondeur si vous le souhaitez dans le cadre des questions. J'ai commencé à répondre à une question dans le chat. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, comme ça on peut tout regrouper ça à la fin. Ce sera aussi plus simple pour nous pour répondre à chaque question individuellement plutôt que d'avoir un long chat. Merci beaucoup. Et Rémi, si vous pouvez faire de même, ça nous facilitera la vie pour la fin. Donc voici un certain nombre de sujets sur lesquels la CNIL a apporté une réponse qui, selon nous, est claire, qui n'est pas ambiguë. Donc la première, c'est qu'on parle de cookies, c'est aussi le nom de cette série, donc c'est effectivement la dernière édition, CNIL Cookie Countdown, mais c'était plus une manière de positionner, un peu rigolette de positionner le sujet. Mais en fait, on parle de tout type de traceur, c'est-à-dire que ce soit un pixel de tracking, un pixel Facebook, un pixel de suivi de conversion, etc. Un pixel qui est déposé suite ou à cause ou avec le dépôt d'un bouton like sur un article de blog ou autre. Tous ces types de traceurs sont concernés par les recommandations et pas simplement des cookies, qui est un terme générique assez très fréquemment utilisé et très reconnu par beaucoup de gens aujourd'hui. Le fingerprinting, c'est pour ça qu'il y a une illustration à droite qui a 2 ou 3 mois maintenant. Le fingerprinting aussi, la fingerprinting, c'est la capacité de reconnaître un device, un ordinateur ou autre grâce à un ensemble de caractéristiques, par exemple le navigateur, l'ID de connexion ou autre, mais pas forcément via un cookie, mais le fait d'utiliser un ensemble de caractéristiques pour identifier une personne et ensuite utiliser cet identifiant dans le temps, bah, c'est aussi concerné par les règles de consentement. Et donc la CNIL évidemment a émis des recommandations là-dessus, mais comme vous pouvez le voir à droite, Apple aussi va interdire dans son App Store des applications par exemple qui utilisent le fingerprinting. Et donc il y a beaucoup de gens, des petits malins qui essayent de se dire que ça passe, mais auprès de la CNIL ça ne passera pas, et auprès d'Apple par exemple, on verra ce que font Google et les autres à l'avenir, ça ne passera pas non plus. Donc c'est une logique qui n'est pas juste une logique de régulateur français, mais une logique de volonté de transparence pour beaucoup de gens dans l'industrie. Donc ces recommandations concernent les cookies, mais pas que. Ils concernent aussi tout type d'appareil. Vous avez ici une illustration qui est l'illustration d'une CMP sur une TV. Alors pourquoi sur une TV? Parce qu'une TV connectée collecte de la donnée personnelle en déposant et en lisant un traceur sur le device, sur la télé, sur la box ou dans l'application qui est liée à la TV connectée. Mais là aussi, il faut récolter un consentement. Donc ces recommandations de la CNIL concernent aussi ces autres formats, pas juste votre ordinateur, votre application, mais aussi des TV connectées, demain des voitures connectées. Donc si vous prenez la voiture dans quelques années et que vous initialisez votre système, vous téléchargez une application. Énormément de constructeurs aujourd'hui utilisent Android pour mettre du digital dans leur voiture, mais pas que. Apple aussi prend beaucoup de parts de marché. Il y aura besoin d'avoir un consentement. Et donc les gens qui vont éditer des applications liées, qui utilisent des données personnelles, par exemple la géolocalisation de la voiture, ça coule de source, auront besoin de récolter ce consentement. Et puis on peut penser à d'autres objets, un speaker type Amazon Echo, un frigo connecté ou autre chose. Dès lors qu'il y a dépôt
et lecture d'un traceur sur le device et que ce traceur utilise de la donnée personnelle pouvant identifier un utilisateur donné, il faut un consentement. Donc Didomi a proposé depuis 2 semaines, on a officiellement lancé notre solution pour TV connecté, mais passons, parce que ce n'est pas le sujet, mais sachez qu'en tout cas, le sujet, c'est les recommandations CNIL qui s'appliquent à différents types de devices. Si on va dans le dur, vraiment dans le dur du sujet des recommandations CNIL, on l'était déjà, hein, mais là, il y a quelques wireframes et quelques exemples de ce que la CNIL a intégré dans son projet de recommandation en octobre dernier. Beaucoup de gens aujourd'hui, depuis hier, depuis 2-3 jours, redécouvrent ça en se disant « Ah, bah, la CNIL, au fait, avait autorisé ça », en pensant que c'était l'industrie, différents publishers et différentes marques qui voulaient comment dire, contourner les règles en mettant un continuer sans accepter, par exemple en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, pardon, enfin autre part que juste un bouton tout accepter, tout refuser. Mais non, la CNIL avait permis ou avait ouvert la porte à différentes modalités, comme de recommandations de récolte de consentement. Et donc, ça peut être accepter, refuser au même niveau, tout comme un bouton continuer sans accepter. On vous montrera à la fin une dizaine d'exemples d'implémentation conforme dans leur manière dont les notices de consentement sont faites. Donc, il est possible de le faire de différentes modalités. Le poursuite de la navigation ou consentement au scroll pour les techniciens d'entre vous n'est plus valide. Ça ne l'était plus avant, mais c'est officiellement plus autorisé et ce sera sanctionnable. Il y a plusieurs manières de fournir l'identité des responsables de traitement, dans les CGU par exemple, mais aussi dans la CMP, dans votre bannière de consentement. Vous devez pouvoir prouver le consentement qui a été donné. Si demain un de vos clients, ou au pire des cas le régulateur, mais si demain un de vos clients ou vos utilisateurs vous demande, vous devez pouvoir lui dire que c'est tel jour qu'il a dit oui, et que c'est depuis tel jour que vous lui proposez par exemple des publicités ciblées ou un parcours d'achat personnalisé. Et une recommandation est d'avoir une durée de stockage qui est autour de 6 mois, alors qu'avant, la tolérance ou la règle, ou ce qui se faisait était beaucoup plus 13 mois. Alors, oubliez complètement les cookies paramétrés à plusieurs années, ça ne s'est jamais vraiment fait et ça se fera encore moins maintenant. Donc, il faut avoir une limite dans le paramétrage de la durée de conservation du consentement ou du refus, qui est, selon la CNIL, proposé à 6 mois. Il y a des exemptions, ça fait partie des questions très fréquentes que vous avez eues ces dernières semaines et que vous avez encore. Je vous rappelle pour ceux qui sont clients ou ceux qui ne le sont pas encore que notre équipe Customer Success se tient à votre disposition si vous avez des questions spécifiques. Mais si je vais relativement vite, sont exemptés du consentement les traceurs stockant la valeur du consentement lui-même. Didomi dépose un cookie quand on a notre CMP sur un site. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de ce cookie pour dire si oui ou non il y avait acceptation ou refus, par exemple. Et il n'y a pas que Didomi, hein. Vous pouvez avoir aussi vos solutions à vous ou d'autres concurrentes. Donc ce traceur est exempté. Des traceurs qui sont destinés à l'authentification, le login, une session visiteur si vous êtes sur un site e-commerce que vous n'êtes pas logué, les traceurs destinés à garder en mémoire un panier d'achat et son contenu, les traceurs de personnalisation de l'interface utilisateur, encore que là-dessus, ça dépend de la manière dont cette personnalisation est proposée. Des traceurs permettant l'équilibrage de la charge des équipements concourant à un service de communication, une longue phrase pour dire des traceurs d'ordre technique pour faire mieux fonctionner votre site ou votre application sont autorisés parce qu'ils sont considérés comme essentiels, ou des traceurs de mesure d'audience strictement nécessaires, sans suivi global de la navigation. Et donc, Google Analytics n'en fait pas partie. D'autres types d'outils en font partie et ont des fonctionnalités qui font que la mesure d'audience est exemptée du consentement dans certaines conditions. N'est pas exemptée, si vous connaissez le sujet, vous en connaissez les usages. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente rapidement. Les traceurs pour afficher ou mesurer la performance de publicité ou pour afficher ces publicités. Donc par exemple des traceurs, des cookies qui sont dédiés au retargeting, par exemple. Des traceurs pour personnaliser le contenu éditorial ne sont pas exemptés du consentement, même si ce n'est pas de la publicité, c'est important à comprendre. Les traceurs qui sont, comme j'ai dit au début, liés aux données des réseaux sociaux ou des traceurs de mesure d'audience en général ou alors sur des usages connexes à la mesure d'audience type A/B testing, ils ne sont pas exemptés de consentement. On va bientôt annoncer des intégrations spécifiques, par exemple avec Chameleon ou A/B Tasty, qui sont en cours de finalisation et dont on est en phase de fin de préparation de communication. Mais auparavant, on pouvait penser que ces traceurs-là étaient exemptés. Ça n'est pas le cas. Ils en ont conscience autant que nous, et vous, du coup, devez l'être aussi. Donc ça, c'est un exemple, une liste
avec d'exemples de traceurs qui sont exemptés ou non exemptés de consentement. Et c'est à toi maintenant, Constantin, tu vas nous parler de conseils d'implémentation d'une bannière de consentement cookie, que ce soit Didomi ou pas. C'est ça. Bah écoutez, merci Yannick. En soi, c'est vrai que je vais essayer de rentrer un peu dans le concret, c'est-à-dire vraiment, maintenant qu'on connaît un petit peu l'envers du décor de la législation de la CNIL, un peu rentrer, se dire aujourd'hui je vais implémenter Didomi. On va rentrer assez simple, c'est-à-dire on va rester simple en 4 étapes, on pourra facilement implémenter Didomi. La première, elle est, on va dire, logique, mais c'est de la préparer avant de l'installer. Et pour moi, il y a 2 questions qu'il faut simplement se poser pour la préparer, c'est qui sont les acteurs qui utilisent les données des utilisateurs, nous compris, hein, c'est-à-dire l'acteur en soi, plus le but de l'utilisation de ces données. Pour ça, il y a un outil qui est assez magique et qu'on va dire que tout le monde utilise, c'est Google Chrome. C'est-à-dire en soi, il faut aller sur le site, clic droit, inspecter l'élément, onglet application puis cookies. Et du coup, là, on peut déjà voir une petite liste des cookies. La deuxième astuce, c'est d'aller aussi à gauche du nom de domaine, donc là, dnd.fr, vous cliquez sur le petit cadenas et vous allez voir aussi la liste des cookies. Il faut un peu fouiller, mais déjà, ça vous permet un peu de comprendre, tout en naviguant sur le site, les acteurs qui vont être appelés, les acteurs qui vont utiliser les données. Et là, on va vite se rendre compte qu'il va y avoir effectivement Google, Facebook, des acteurs comme ça qu'on peut retrouver assez fréquemment. Et derrière, en soi, l'usage, c'est simplement se dire, bah, par exemple, je prends l'exemple de Google qui peut avoir du coup un double usage, qui va être par exemple la mesure de l'audience avec Google Analytics, mais aussi l'envoi des données publicitaires, en tout cas des données utilisateurs pour Google Ads. Donc ça, c'est l'ensemble des usages. On va donner des exemples plus concrets par la suite. Une fois qu'on a bien préparé ça, la deuxième étape, elle est assez simple aussi. C'est tout simplement d'intégrer, d'implémenter en fait le script sur le site. En soi, il y a 2 scripts à implémenter. Le premier, c'est, on va dire, d'une manière cachée, c'est dans le header, c'est-à-dire entre les balises head du site. C'est le script, c'est l'appel d'Idomi. Donc, tout simplement, il est donné lors de l'installation ou même dans la documentation d'Idomi. Et le deuxième, c'est la gestion du consentement. Donc, c'est un petit texte, pareil, il est donné aussi dans l'installation. C'est un lien, en fait, une balise d'appel qui va permettre à l'utilisateur, une fois qu'il a accepté lors de la première utilisation du site Internet, de revenir vers un lien qui est toujours visible sur le site, de revenir sur son consentement. Par exemple, s'il a tout accepté ou à l'inverse, qu'il a tout refusé, il faut toujours lui donner la possibilité. On a vraiment, une fois qu'on a installé ces deux scripts, l'installation est quasi terminée, on va dire, en tout cas techniquement. On arrive sur la troisième étape et qui est pour moi une des plus importantes, c'est le scan. C'est un outil extrêmement important et surtout très pratique de côté Didomi. C'est-à-dire que c'est un outil qui va scanner l'ensemble du site et donner dès le début du projet, on va dire, un score de mise en conformité. Donc déjà, on peut vite se rendre compte s'il y a du travail ou on est quasi en conformité avec les recommandations de la CNIL. C'est assez important. Puis surtout, ce scan va permettre de vérifier la première étape qu'on a faite, qui était la préparation avec les acteurs et les usages, puisqu'en soi, il va, via un mapping, se rendre compte de l'ensemble des acteurs qu'on utilise. Donc, ça va être, par exemple, il va se dire, vous utilisez Google Tag Manager, et au sein de Google Tag Manager, vous allez avoir tel acteur. Derrière, il va aussi se rendre compte des usages de ces acteurs. C'est bien ce qu'en soit, ça permet de vérifier la première étape, comme je l'ai dit. Et le dernier usage de ce scan, c'est sur les améliorations. En soi, on peut peut-être déjà avoir préparé, même installé Didomi. Le scan permet toujours de se dire, en soi, on a changé les couleurs du site. Didomi va s'en rendre compte et se dire, en soi, il faut adapter les couleurs du site ou adapter les couleurs du bouton. C'est vraiment un score qui évolue au fur et à mesure de l'évolution du site aussi. Et la dernière étape en soi, c'est tout simplement la configuration. Maintenant qu'on a l'ensemble des éléments préparés, c'est-à-dire les acteurs, donc chez Didomi, on appelle ça les vendors, et les usages, les purposes. Il y a juste à les transposer, on va dire, dans la configuration et adapter tout ce qui est visuel, donc c'est-à-dire le style, les couleurs, les messages, intégrer le logo, tous les éléments un petit peu visuels. J'ai mis une petite astuce, c'est vraiment, pour moi, l'installation mode express, si vraiment, on va dire, vous étiez le 31 mars, il fallait absolument implémenter aujourd'hui, eh bien, soit le scan peut être intégralement, on va dire, intégré dans l'installation de Didomi. C'est-à-dire qu'en soit, via le scan, l'ensemble des vendors et des purposes sont intégrés dans la configuration. Un peu un mode express, bien sûr, mais on va voir qu'il y a quelques conseils d'optimisation pour améliorer l'installation de Didomi. Je vais revenir sur 5 conseils d'optimisation. C'est vraiment pour aller plus loin, mais en soi, déjà, les 4 premières étapes permettent vraiment d'être, on va dire, en conformité avec les RGPD. La première, c'est toujours d'adapter le style. En soi, ce que j'aime bien, c'est que Didomi a fait une petite analyse des plus grands sites Magento il y a quelques semaines, quelques mois. Et du coup, c'était intéressant de voir qu'en soi,
toutes les types de bannières sont utilisées. Une est plus utilisée que les autres parce qu'en soi, c'est sur les e-commerçants, c'est une des plus utilisées, mais pas que. C'est la bannière basse, donc c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Mais le plus important, c'est voilà, c'est d'adapter le style, on va dire, à sa verticalité, c'est-à-dire aller voir peut-être les concurrents ou peut-être des acteurs qu'on suit souvent pour voir quel style de bannière ils utilisent et aussi voir avec son équipe de design quel style aussi de bannière peut s'intégrer de manière, on va dire, logique dans l'expérience de l'utilisateur. Ça peut être une latérale, ça peut être une pop-in. Le plus important, c'est d'être, on va dire, en conformité aussi avec son expérience. Et bien sûr, quand je parle de style, il y a aussi le couleur, les logos, le design, le texte. Le plus important, c'est se démarquer. En soi, c'est ce que je dis, mais euh, tous les sites aujourd'hui vont avoir cette porte d'entrée, cette même porte d'entrée, avec un message et surtout ce consentement. Donc en soi, tous les utilisateurs vont arriver lors de la première utilisation de votre site sur un texte et sur un visuel. Donc en soi, il faut toujours, on va dire, peaufiner ce texte et peaufiner ce visuel. Je prends l'exemple de Didomi parce qu'en soi, je le trouve intéressant. Ils ont été un petit peu plus loin que la moyenne. Bon, heureusement, c'est quand même leur outil, donc c'est bien qu'il l'ait bien utilisé et bien peaufiné. Mais en soi, c'est un bon exemple de se dire, ils ont mis un logo qui est dynamique, adapté les couleurs, mis une bannière un petit peu plus visuelle, a changé le texte. Vous voyez, il y a pas de l'humour, mais en tout cas, il y a des petits emojis dans le texte. Ça ajoute vraiment des optimisations dans ce texte. Alors, ce qui est top, c'est que le texte peut être retravaillé et validé même avec Didomi. Et derrière, tout le visuel peut être retravaillé. Les couleurs peuvent être adaptées. Et même, il y a des recommandations dans tous les cas côté Didomi pour les couleurs. Le troisième conseil d'optimisation, pour moi, c'est la clarté. Alors là, je prends un exemple très concret. Pour moi, je le reprends souvent, c'est l'exemple de Decathlon. Ce qui est top, c'est qu'on parlait tout à l'heure de cookies nécessaires. Ben, en soi, même les cookies nécessaires sur le site de Decathlon sont décrits. Donc ça, c'est top. On comprend qu'est-ce qu'on accepte en soi obligatoirement. Et derrière aussi, chaque cookie, en tout cas chaque usage, est vraiment défini de manière très claire. On va avoir les cookies de mesure, de fonctionnalité, de personnalisation, de publicitaire. Et au sein, il y a vraiment à chaque fois les sous-usages ou même la définition des acteurs qui sont utilisés. On en parlait dans tous les cas, la clarté, elle est obligatoire selon la CNIL, mais en soi, ça devient aussi d'une logique de donner de la clarté à l'utilisateur pour qu'il accepte de manière consciente aussi ses cookies. Ça prend un peu de temps en soi. Il faut vraiment préparer, comme je le disais, l'installation et l'implémentation d'Idomi, mais vraiment, ça permet aussi de se démarquer, comme je l'ai dit, et d'améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur au sein du consentement. Pour la quatrième étape, ce que je dis souvent, c'est de scanner régulièrement. Alors, je dis pas toutes les semaines, mais en soi, peut-être tous les mois ou assez régulièrement quand même le site. L'usage, en fait, c'est de se dire, si on implémente un nouvel acteur, que ce soit une mise à jour d'un pixel, que ce soit l'intégration d'un A/B testing, tout ça, je vais changer le site. Même côté visuel, ça va changer ceci. Donc en soi, scanner, ça permet de voir si notre score de mise en conformité évolue et toujours d'avoir les dernières recommandations. On est sur un cadre légal. Alors, c'est difficile d'évoluer, mais en soi, peut-être qu'il y a des évolutions ou des cas qui vont être amenés pour améliorer notre mise en conformité. Donc au moins, on s'assure via le scan d'être en conformité et surtout optimisé sur ce point. Et le cinquième et dernier, pour moi, c'est, on va dire, c'est toujours jouer. On joue quand même avec quelque chose qui est quand même assez légal et important. Donc, malgré qu'il y ait le scan qui reste une sécurité importante, pour moi, le plus important aussi, c'est quand même d'aller tester et vérifier. C'est vraiment d'aller, dans tous les cas, tester l'ensemble des fonctionnalités du site, voir si l'appel des cookies, enfin, de l'ensemble des traceurs cookies sont vraiment conditionnés en refusant ou en acceptant le consentement. Et donc, c'est très important d'aller bien voir dans le code si en soi, il y a un conditionnement sur chaque script d'appel. Pour moi, j'ai terminé sur mes conseils d'optimisation. Vous allez voir un petit astuce. Alors, promis, je ne spoil pas Yannick, mais vous allez voir un dernier conseil avec Yannick et Antoine, qui est aussi les tests, les A/B tests en soit de format, avec le très bon exemple de Le Bon Coin. Donc, je laisse l'exemple à Yannick en tout cas. Merci Constantin. Merci à tous pour vos questions. On fait au mieux avec Antoine. Constantin, n'hésite pas à nous soutenir pour vous répondre. Mais on va aussi prendre du temps à la fin. Donc, histoire d'avoir du temps d'échange qui soit à la fois en direct comme ça entre nous, et puis de manière un petit peu écrite par ailleurs, de manière à ce que chacun puisse aussi consulter nos réponses aux différentes questions à droite dans l'onglet questions. Donc on a pris quelques exemples d'implémentation conforme aux recommandations. On n'a pas été toujours dans les détails de est-ce que tous
tout est conforme, par exemple la durée de conservation des cookies, par exemple la preuve du consentement, etc. Donc, on va vous donner des exemples de configuration conforme. On n'a pas vocation à dire qu'ils sont conformes avec les recommandations de la CNIL, mais l'expérience utilisateur l'est et nous fait penser, en plus une bonne partie sur nos clients, qu'on les a bien accompagnés ou qu'ils ont été bien accompagnés pour se mettre en conformité pour la date du 1er avril ou du 31 mars en fonction. Je commence par juste une slide pour vous dire que sur la base du French Tech 120, on a juste regardé le French Tech 120 hier soir, et dans le French Tech 120, qui est un classement des 120 entreprises, pas un classement, c'est plutôt une liste de 120 entreprises qui font l'innovation française et qui a été publiée il y a quelques semaines, donc qui selon nous devrait être plus facilement conforme que peut-être une institution publique, une grande entreprise qui a beaucoup de temps. Normalement, elle a les ressources pour s'y préparer aussi, mais peut-être beaucoup de lourdeur et sur laquelle elle peut être un peu en retard. Les French Tech 120, il n'y a que moins de 39% des sites qui ont à la fois refusé et accepté au premier niveau dès la première visite du site. Alors, c'est lié à notre méthodo, on l'a fait en France sur Chrome en navigation privée que sur desktop et pas sur mobile, donc il y a probablement des variations en fonction des formats ou autres, mais sachez, on a l'impression aujourd'hui que tout le monde est à jour et beaucoup de choses se sont faites dans les 2 derniers jours, mais tout le monde ne l'est pas encore, donc il y a des progrès. Donc ça, c'est juste un chiffre que je voulais introduire pour montrer la progression qu'il y a encore auprès de beaucoup d'entreprises françaises. Au passage, si vous êtes une entreprise étrangère qui collecte des données en France ou qui propose un site qui est destiné à des utilisateurs français, vous devez vous soumettre au code de la CNIL. Premier exemple, celui du Parisien, donc un média, un éditeur, qui propose en premier niveau, je ne sais pas si aujourd'hui, si vous allez sur leparisien.fr, c'est ce qu'il y a, mais c'était une capture d'écran d'un des tests qu'ils ont fait il y a plusieurs semaines déjà. C'était peut-être même pas un test, peut-être que c'était la version définitive, mais c'était il y a plusieurs semaines une capture d'écran prise du Parisien qui met très clairement un tout accepté et un tout refusé dès le premier niveau. La couleur n'est pas la même, vous le voyez, mais ce n'est pas un problème selon la CNIL, et puis ce n'est pas un problème selon le Parisien, et ce n'est pas non plus un problème selon nous, parce qu'il y a quand même une possibilité de très facilement tout refuser, tout accepter en termes de dépôt de traceur, et après il y a évidemment la possibilité de gérer ses choix. Un autre exemple est celui de RTL, qui est un autre client de Didomi. La mise en forme est légèrement différente. Vous voyez qu'il y a seulement tout accepté en bas, donc on pourrait se dire qu'ils ne sont pas conformes. Sauf que vous voyez en haut qu'on a un continué sans accepter qui en plus est plus grand et plus prominent que certains autres acteurs dans le marché. Après, c'est tout ce débat. Mais en tout cas, la couleur est la même que tout accepté. En bas, la taille est, alors peut-être pas au pixel près, mais la taille est sensiblement la même. Le positionnement est juste différent. Voilà un exemple du groupe RTL, du site RTL qui propose une CMP qui est paramétrée de manière légèrement différente. Étant donné que j'ai l'écran, je suis en plein écran, je ne vois pas les questions, mais je pourrais revenir dessus à la fin. Et je compte sur Constantin et Antoine pour m'aider à y répondre s'ils le peuvent. Un autre client qui est dans l'e-commerce, qui est du coup une marque et pas un éditeur, même si une marque est un éditeur, mais passons. C'est Zadig et Voltaire, qui est un autre client de Didomi, en tout cas qui utilise la solution Didomi. Ici, vous avez accepté et fermé d'un côté et refusé de l'autre. Pas la même couleur, mais la même taille de bouton, la même simplicité et une clarté dans la manière dont est proposer l'information, avec notamment une possibilité d'en savoir plus pour savoir quelle est la mesure d'audience versus les publicités personnalisées versus d'autres types de finalités qui peuvent être regroupées dans des groupes de finalités. Un autre client Didomi qui est Passion Froid, qui est alors je ne me rappelle plus pour être honnête avec vous si c'est du e-commerce ou si c'est un site plutôt institutionnel, mais groupe Omona, vous voyez que le paramétrage est légèrement différent, il y a moins de texte, il y a un texte qui est plus petit, qui est un peu plus formel, qui dit juste gestion des cookies, donc c'est peut-être un peu moins travaillé, peut-être un axe d'amélioration qu'on pourrait donner, mais la possibilité de paramétrer la gestion des cookies est présente dans un lien du texte, et tout refuser et accepter tous les cookies sont aussi présents dès le premier niveau. Donc Pomona fait partie des CNIL Cookie Champions pour nous, qui est un petit peu notre déclinaison de la campagne CNIL Cookie Countdown qu'on va proposer dans les prochaines semaines en mettant en avant des bonnes pratiques.
Symbiosis, un autre client de Didomi qui a ici deux choses intéressantes à mettre en avant. Le fait que le tout accepté et le tout refusé est exactement de la même taille, exactement de la même couleur, donc on ne peut plus clair. Ils ont en plus mis en place une croix qui permet de fermer la fenêtre, qui correspond à un refus. C'est-à-dire que quand on dit consentement au scroll, quand je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la présentation, on partait du principe que quand quelqu'un faisait autre chose, ça équivalait à accepter. Ça n'est évidemment, déjà, ça n'a pas vraiment de sens. Et de deux, la CNIL dit que quand on n'accepte pas, on refuse. Et donc, ne pas accepter en fermant la fenêtre, en cliquant sur la croix, équivaut à un refus. Donc Symbiosis a bien compris ça et l'a mis en place, comme selon nous, il devrait et il faut le faire sur le web aujourd'hui quand on veut vraiment collecter un consentement bien informé et libre. Je n'ai pas compté, je ne sais pas où j'en suis, donc je vais continuer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, sachant qu'il y a 10 exemples ou 11 que je vous montre aujourd'hui. Orange, ici, a mis en place un continuer sans accepter, qui est un petit peu personnalisé avec la flèche après le mot accepter, donc qui correspond à un refus. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de refus en bas, mais il y a le refus en haut, où il y a continuer sans accepter, qui est une manière un peu différente de tourner la phrase, mais donc ça correspond à un refus. Donc l'utilisateur peut refuser. Et comme le disait Constantin, on a des acteurs comme Le Bon Coin, qui est un client d'Idomi, qui a et qui probablement va continuer à faire des tests pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui peut-être est le mieux perçu par les utilisateurs et qu'est-ce qui donne les meilleurs taux de consentement, qui est une métrique très importante pour les éditeurs. Donc vous voyez à gauche un continuer sans accepter en bas à gauche, et j'étais encore ce matin sur Le Bon Coin, et c'est ce que j'ai vu ce matin sur mon mobile. Un j'ai compris et un refusé au milieu, avec du coup deux autres wordings, et une différence de couleur. Et à droite, une version qui doit avoir à peu près 2 semaines, si je me rappelle bien, 1 ou 2 semaines, qui dit continuer sans accepter, mais avec un visuel légèrement différent, qui est un visuel que Le Bon Coin a testé avec un petit univers de personnages, avec la marque Le Bon Coin un peu moins mise en avant. J'ai pas des taux de consentement pour chacun d'entre eux. On en a certains en interne, mais on les partage pas en public parce que c'est de la donnée qui est confidentielle et qui appartient au Bon Coin, mais c'est surtout pas à nous de la partager. Donc je peux pas vous donner qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qui marche le moins bien. Chacun a ses propres expériences à mener. Sachez que ces versions-là sont testées. Vous pouvez vous-même, avec l'outil d'Idomi et probablement avec des outils concurrents ou similaires, aussi A/B tester. Je vous encourage à le faire parce que ça permet de trouver le meilleur équilibre entre ce qui vous importe vous, la capacité à mesurer vos audiences, à personnaliser l'expérience utilisateur, faire de la publicité personnalisée et monétiser votre site par exemple, et ce qui vous importe à vos utilisateurs, c'est-à-dire une liberté de choix, et puis la possibilité de pouvoir dire oui, si c'est un utilisateur qui vous fait confiance et qui vous donne son accord, de personnaliser l'expérience utilisateur, de monétiser grâce à ces données, ou à l'inverse, de refuser de manière très, très claire. Une entreprise qui m'est chère parce que je connais bien les équipes, c'est WeSeed, une entreprise de crowdfunding qui a mis à jour le 31 mars son site avec la notice de consentement d'Idomi, qui a un format légèrement différent. Ici, vous pouvez voir une bannière basse avec de l'acceptation, accepter et fermer, et refuser et fermer au même niveau. Ici, c'était en anglais parce que mon navigateur était en anglais à l'époque. Un exemple qui est sur Magento 2, qu'on a regardé dans le cadre du baromètre dont a parlé Constantin un peu plus tôt, qui est une bannière basse ici, du site Omega en France, Omega France, et qui a une clarté d'acceptation et de refus. Cette capture d'écran a déjà quelques semaines, donc peut-être qu'aujourd'hui c'est plus la même chose, mais et une possibilité de modifier les paramètres qui est indiqué dans le texte, modifier les paramètres ou d'avoir davantage d'informations sur les cookies. Ce qui est bien ici, c'est le oui-non. Si ils permettent une granularité de choix qui récolte la preuve du consentement, etc., c'est une implémentation conforme. Si ce n'est pas le cas, ça n'est pas conforme à ces niveaux-là, mais en tout cas, le oui, le non, la facilité d'acceptation et de refus est sur cette implémentation-là, sur ce site-là, tout à fait conforme à ce que la CNIL veut voir. Un autre exemple, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, c'est Jaguar France ici, qui a cette capture d'écran a aussi quelques semaines, avait déjà depuis quelques semaines une capacité d'accepter et de refuser de la même couleur en bannière basse et de la même taille de bouton. Et voilà, c'est ça. C'est mon dernier exemple, qui est à nouveau un exemple d'Idomi, enfin un client d'Idomi, excusez-moi, qui est Agilauto du groupe Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance, qui a une autre implémentation qui est continuer sans accepter et en bannière basse. Alors là, pour la présentation, j'ai
j'ai un petit peu réduit la taille de l'écran, mais si vous allez sur cet écran-là, avec un écran de grande taille, type ordinateur, ça prend un petit peu moins de la moitié de la taille de votre écran. Donc toutes ces implémentations sont conformes aux grandes règles de la CNIL. Et donc, je vais m'arrêter sur cet écran-là. Comme ça, vous avez les coordonnées des personnes et les noms des personnes que vous avez face à vous. Et je vais revenir vers les questions avec Antoine et Constantin. Est-ce que Antoine et Constantin, vous avez vu ou répondu à des questions qui, pendant que j'ai parlé, vous paraissent intéressantes à remettre en avant ou à rementionner? Moi, j'ai vu passer une réponse intéressante de Rémi, à laquelle on n'a pas encore répondu, qui nous demande si on a un ordre de grandeur ou une fourchette sur les taux de consentement avec une bannière CNIL qui répondra à la nouvelle directive CNIL. Alors moi non, je ne sais pas si Constantin tu en as. Moi non, si ce n'est la nôtre. Alors on n'avait jamais optimisé avant, après je te laisse répondre Constantin, on n'avait jamais travaillé vraiment notre propre bannière de consentement sur didomi.io. Si vous y allez aujourd'hui et que vous n'étiez pas allé avant, ou si vous y allez aujourd'hui en navigation privée, vous la verrez. Avant c'était un petit format, un petit pop-in en bas à droite qui disait accepter et refuser au même niveau, parce qu'on s'est toujours voulu exemplaire à ce niveau-là, mais on l'a retravaillé en format pop-in, c'est-à-dire en milieu d'écran, et avec un texte d'introduction et de présentation un peu plus long, et on est passé de à peu près 12% de consentement, aussi délirant cela puisse-t-il paraître, mais 12% de consentement à peu près 50%. C'est des chiffres qui datent un peu, hein, je ne les ai pas aujourd'hui, là, je ne l'ai pas en tête, mais ça c'est un exemple chez vous, pour vous dire aussi qu'on peut faire du marketing, notamment digital, quand on a aussi peu de consentement. On arrive à estimer le nombre de visiteurs, on arrive à suivre un certain nombre d'indicateurs, etc. Ça, c'est pour nous. Je pense que sur le marché, les taux de consentement sont beaucoup plus élevés, mais je n'ai pas de chiffres de clients à partager, si ce n'est que j'ai beaucoup lu, vous trouverez beaucoup d'articles des derniers jours dans la presse, dans lesquels beaucoup de gens partagent eux-mêmes leur propre expérience, et dès que j'ai fini de répondre, j'essaierai de vous en mettre un ou deux dans le chat. Et on est toujours sur des taux de consentement qui ont l'air d'être très élevés, sur du 60, 70, 80, voire 90%, mais c'est que le début, et donc on va voir ces chiffres-là évoluer dans le temps. Constantin, tu as ajouté quelque chose? C'est ça, moi, ce que j'ai ajouté en soi, c'est qu'on n'a pas, bien sûr, des données précises, mais en soi, les fourchettes sont plus aux alentours des 70%, on va dire, voire plus sur certains qui ont, on va dire, bien travaillé, c'est-à-dire parfois la bannière basse fonctionne très bien en e-commerce, ou à l'inverse, quand elle est bien intégrée un pop-in avec un visuel, c'est aux alentours des 70%, on va dire. Donc, c'est-à-dire quand même plus de la majorité des utilisateurs. Est-ce que, ouais, Antoine, je veux bien que tu prennes 2-3 autres questions, comme ça je retrouve les articles qui partagent des taux de consentement et je les partage avec l'audience. Alors, on a une question intéressante de Eva qui nous demande si la durée des cookies passe de 13 à 6 mois, si c'est une obligation ou une recommandation. Donc, peut-être pour vous donner un petit peu plus de précision, Eva, c'est simplement une recommandation de la part de la CNIL qui préconise une durée de vie de validité du consentement de 6 mois. Et ça me permet de faire le lien avec la question de Damien qui demande si on peut avoir une durée de conservation différente entre le refus et l'acceptation. Et là, par contre, la réponse est sans appel, c'est interdit. On doit respecter une symétrie parfaite entre un utilisateur qui va accepter et qui va refuser. C'est-à-dire qu'en aucun cas, un utilisateur A qui accepte, on ne lui repropose la bannière que dans 8 mois. Et un utilisateur qui aurait refusé, dès le lendemain ou le surlendemain, on va lui reproposer la bannière. Ça, c'est rigoureusement interdit. Faites bien attention là-dessus. On a également une question de Jérémy qui nous demande si avoir des boutons accepter et paramétrer, mais un lien refuser ou continuer sans accepter qui serait dans le texte, serait conforme aux recommandations de la CNIL. Alors, les directives ne nous donnent pas ce niveau de précision. En revanche, je ne vais pas parler au nom de Didomi, je vais plutôt donner mon opinion. J'aurais tendance à considérer ça comme un dark pattern. Parce que pour le coup, le mécanisme d'opposition serait vraiment noyé dans le texte, alors que la CNIL préconise quand même dans la dimension, enfin c'est pas la CNIL d'ailleurs, c'est le RGPD, dans la dimension univoque du consentement, la dénomination ne doit pas être trompeuse pour l'utilisateur. Donc on ne doit pas chercher à maquiller un petit peu le bouton d'opposition.
Hmm. Il y avait une question intéressante sur les cookies A/B test de Jérémy. Les cookies A/B test ne sont théoriquement pas exemptables, mais qu'en est-il de cookies d'A/B test utilisés exclusivement pour tester des configurations différentes de la CMP? Dans le cas, par exemple, de Leboncoin. Antoine, je trouvais la question intéressante, mais Antoine, je pense que tu auras plus d'éléments de réponse. Alors, en effet, c'est une bonne question. J'ai pas encore une réponse claire et sûre à 100%. Nous, on laisse la fonctionnalité disponible dans la console car on a des clients, enfin des utilisateurs dans une soixantaine de pays. Donc, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas du tout concernés par cette réglementation. En revanche, pour être complètement honnête, on n'a pas enfin, à ma connaissance, on n'a pas encore de position véritablement tranchée si les A/B tests liés au consentement peuvent être exemptés ou non de consentement. Donc, dès qu'on a la réponse, par contre, ça pourrait être intéressant qu'on fasse un post de blog peut-être qui préciserait, dès qu'on a une réponse vraiment sûre et certaine. Merci, merci à vous deux. On va essayer de continuer. Moi, j'ai trié les différentes questions par vote. Donc, vous pouvez voter pour les questions les uns et les autres, ou les unes et les autres. Donc, celle d'Aurélie qui a le plus de votes a eu une réponse de ta part, Antoine. Merci. Rémi aussi. Jérémy, les cookies A/B test sont théoriquement pas exemptables. Voilà, c'est ce à quoi on vient de répondre. Donc, Jérémy, on vous a répondu. Damien, peut-on avoir une durée de conservation différente entre refus et acceptation? Non. Enfin, on peut en théorie, hein, mais ce n'est pas du tout recommandé. Il vaut mieux pas. Eva aussi, on y a répondu. Alors, est-ce que avoir des boutons accepter et paramétrer, mais un lien refusé ou continuer sans accepter dans le texte serait conforme au reco de la CNIL? Question de Jérémy. A priori, oui. Excuse-moi, je ne me rappelle plus si on a répondu Antoine ou Constantin. Je passe les. Mais a priori, oui. Si vous considérez, vous, que c'est clair, que le lien hypertexte ou le lien pour refuser est suffisamment mis en avant par rapport au bouton, etc., et que vous savez défendre votre choix, ben, faites-le. Après, ce sera toujours mieux d'être plus transparent que ça vis-à-vis de vos utilisateurs. Mais par rapport aux différentes recommandations de la CNIL qui permet de mettre un texte un petit plus haut dans la fenêtre, par exemple, qui dit continuer sans accepter, je dirais a priori oui. Après, je ne suis pas juriste, mais a priori oui. En tout cas, ce n'est pas la solution qu'on met à disposition, nous, avec Didomi par défaut dans la console. Donc, je vous recommanderais de ne pas trop le faire. Alors, on a répondu à toutes les questions. Excusez-moi, je descends. On a répondu. Merci à tous. On a une nouvelle question. Vas-y. D'Eva, qui nous demande s'il est recommandé ou obligatoire de permettre aux personnes concernées de choisir les cookies par partenaire. Alors, c'est une histoire d'interprétation dans la dimension spécifique dans le cadre d'une dimension spécifique du consentement. L'utilisateur doit bien pouvoir choisir les finalités, c'est-à-dire ce n'est pas tout ou rien. En revanche, nous, on va considérer chez Didomi que pour qu'un consentement soit véritablement spécifique, en effet, c'est important que l'utilisateur puisse donner un choix par partenaire aussi. J'espère que ça répond à votre question. C'est vrai qu'en soi, le mieux, c'est aussi d'aller voir ce que font aussi des acteurs tels que Decathlon ou des acteurs comme ça qui ont bien mis de la clarté dans leur, on va dire, dans leur consentement. Et du coup, c'est vrai qu'on voit à la fois les usages du consentement, enfin les usages des données surtout, et certains acteurs qui sont nommés, tels que Google ou Google Analytics. Et on a une question de Gauthier qui nous demande si pour les visiteurs qui, au cours des derniers mois, auraient donné leur consentement sur une bannière qui ne proposerait qu'un OK, s'il faut leur présenter une nouvelle bannière maintenant. D'un point de vue légal, moi, j'aurais tendance à dire oui, dans la mesure où juste le message OK n'était pas un consentement valide il y a déjà quelques mois. C'est quelque chose qui est interdit depuis 2018. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien de repartir sur un mécanisme de collecte un peu plus clean. Et Damien, doit-on bannir systématiquement les acteurs qui utilisent l'intérêt légitime comme base légale? Ah, ça, c'est un vrai débat.
L'intérêt légitime, c'est une notion qui est qui n'est pas validée par la CNIL, mais qui est tolérée dans le cadre de l'IAB, qui est un standard de consentement européen, enfin mondial, mais qui est porté majoritairement par l'IAB Europe. Et dans ce cadre, en fait, l'intérêt légitime est quelque chose de toléré, d'accepté pour l'exécution de certains partenaires. Dans le cadre de votre implémentation de votre CMP à vous, vous pouvez véritablement vous poser la question, savoir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Pour être honnête, c'est probablement des choses qui vont tomber au fil de l'eau. L'ordre des choses montre qu'on va de plus en plus vers une notion du consentement qui est on ne peut plus claire. L'intérêt légitime, c'est un mécanisme qui est un petit peu différent. Là où pour le consentement, on va demander un acte positif de l'utilisateur, c'est vraiment cliquer sur le bouton accepter. La philosophie, la mécanique derrière l'intérêt légitime, elle est un petit peu différente, dans le sens où on va demander une opposition de l'utilisateur, c'est-à-dire on ne peut pas accepter, mais on va demander à l'utilisateur de s'y opposer. Donc là, il y a un petit conflit quand même entre la position de la CNIL et ce qui se fait sur le marché au niveau IAB. C'est pas encore tranché à 100%. Donc, bannir systématiquement les acteurs, non. Mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, moi, à titre personnel. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous reposer allez, une dernière question. Et pour pouvoir suivre, soit c'est la première qui va arriver dans l'onglet questions, soit la dernière qui va arriver tout en bas dans l'onglet chat. Sinon, alors, avez-vous des retours d'expérience sur le Consent Mode dans Google Analytics? Rémi, merci. Adjugé la dernière question, même si j'ai cru voir qu'Aurélie est en train de taper une question dans le chat. Il y a donc déjà Didomi va intégrer bientôt Google Consent Mode. Ça a mis un peu plus de temps et puis c'est absolument pas lié en plus aux recommandations CNIL, donc on n'a pas lié les deux. Google Consent Mode est une manière de gérer le consentement que Google est en train de proposer au marché et pas d'imposer, vraiment de proposer au marché en se soumettant quand même aux règles de consentement, notamment via son intégration au TCF, qui est le standard de l'industrie publicitaire de gestion du consentement. Donc, ma réponse, c'est non, Rémi. Je n'ai pas de retour d'expérience sur le Consent Mode dans Google Analytics. Ça va être un sujet qu'on va bientôt aborder. Si vous avez des questions, et excusez-moi, je ne connais pas tous nos clients par cœur. Donc, vous pouvez, si vous êtes client, poser la question à notre équipe, à notre super équipe Customer Success, qui pourra peut-être vous donner des retours sur Google Consent Mode, avec grand plaisir. Sinon, on répondra quand même à vos questions, mais ce ne sera pas les mêmes personnes. Donc, je n'ai pas de retour d'expérience sur Google Consent Mode dans Google Analytics, si ce n'est que de rappeler que le consentement est nécessaire dans Google Analytics, vu ce que fait Google Analytics aujourd'hui, qui est de suivre les utilisateurs et de partager les données au-delà juste de la mesure d'audience anonymisée. Des avis sur le manque, très bonne dernière question de Jérémy, et c'est des avis sur le manque de boutons de refus sur le premier écran de Google. Si vous allez sur google.com, google.fr de manière non loguée aujourd'hui en navigation privée, vous avez un magnifique accepter sans aucune possibilité de refuser, même dans le paramétrage, je crois, si vous cliquez sur paramétrer. Donc mon avis, il est clair, c'est que ça ne respecte pas les recommandations de la CNIL, si je peux me permettre. Mais je pense que c'est très... je pense que je peux me permettre. Mais d'ailleurs, Google a déjà pris une amende de 100 millions d'euros sur ce sujet-là précisément, assortie d'une astreinte de 100 000 euros de pénalité par jour de retard sur sa mise en conformité. Alors ça, c'était effectivement il y a quelques semaines. Vous en trouverez tous des articles sur Internet. Pour défaut de consentement, Google en Irlande et Google France, les deux, je crois, ont pris des amendes de 65 et 35 millions d'euros, donc 100 millions en total. Amazon aussi en a pris pour 35 millions, si je ne me trompe pas. Et tout ça pour manque de consentement. Alors, c'est lié à des pratiques qui ont lieu depuis des années, pas à ce qui a lieu là dans les derniers jours. Mais effectivement, la CNIL, quand même. D'ailleurs, le Conseil d'État a validé cette sanction sur le principe il y a quelques semaines aussi, en disant si, la CNIL peut imposer à Google, même si le siège est en Irlande, cette sanction. Donc, suivons ça. J'espère que, plutôt que d'espérer qu'il y aura d'autres sanctions, espérons que le marché suive cette tendance et que les utilisateurs auront le choix. Et que, après, je te laisserai le mot de la fin, Constantin, parce que tu vas pouvoir clore cette série de 10 CNIL Cookie Countdown au nom de D&D et pour cette session-là aussi. Mais ce qu'on espère, c'est que tout le monde puisse se mettre au diapason et qu'il y aura des
modes de consentement, des solutions de consentement qui seront plus rigolotes, mieux brandées, un petit peu plus innovantes à l'avenir. Je suis sûr qu'il y a un gros potentiel d'innovation et d'amélioration de l'expérience utilisateur parce que les notices de consentement partout, sur tous les sites, c'est pas toujours rigolo. Donc, comptons aussi sur l'industrie pour trouver des bons moyens de faire en sorte que le consentement soit bien perçu par les utilisateurs. Et donc, Constantin, je te laisse le mot de la fin avant qu'on clôture. Et quel honneur en plus d'avoir le mot de la fin pour Et t'as vu clôturer ça? quand même le CCC. C'est vraiment important. Déjà, merci Antoine, merci Yannick, et surtout, je vais reprendre ce qu'a dit Yannick, je trouve ça top en soi. C'est vrai que en soi, aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle n'est pas toujours parfaite et surtout bien intégrée en tant que gestion du consentement. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être une des optimisations à bien prendre en compte pour les différentes semaines, voire mois. Et en tout cas, pour clore, bah, écoutez, j'espère en tout cas qu'on a démystifié ensemble ce sujet qui peut faire peur, ou en tout cas qui a fait peur à certains acteurs ces derniers temps. En soi, on a surtout vite compris qu'en 4 étapes, on peut l'avoir implémenté. C'est très facile à implémenter, qu'il suffit vraiment de prendre quelques heures de son temps pour l'implémenter et être surtout en conformité avec ces dernières recommandations. Antoine, est-ce que tu as un mot vraiment pour ajouter? Oh, bah non, moi je peux répéter ce que vous avez dit, comme quoi on était très heureux de vous voir aujourd'hui, d'avoir pu apporter des précisions. N'hésitez pas à solliciter D&D si vous avez des questions relatives à vos sites e-commerce. C'est vraiment un partenaire de qualité avec qui on aime beaucoup travailler parce qu'ils maîtrisent très bien notre technologie et ils sont toujours force de proposition auprès de nos clients. Et si c'est des questions relatives au consentement, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On se fera un plaisir de vous apporter les réponses les plus précises possibles. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous en tout cas. Au revoir, bonne journée. Au revoir.